bienvenue pour un nouveau leak d'Android Leaks. Je suis Benjamin Monjoie. Et je suis Yannick Lemain, bonjour. Alors Yannick, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va utiliser le F-word, comme on dit en anglais, entre autres, mais pas seulement. Qu'est-ce que c'est ? Parce que- Qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est le mot qu'on peut pas bien dire, ou qu'on peut dire, mais qu'il y a des gens qui aiment pas entendre. Et pour ça, on a un super invité qui va nous en parler dans tous les sens. Bonjour. Et cet invité, comment Bonjour. il s'appelle ? Alors moi c'est Fabien DeVos. Bonjour Fabien. Je travaille chez Wellfront. Voilà. Alors Fabien, du coup, voilà, tu nous as déjà dit chez qui tu travaillais, qui tu es. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens ? Oui, alors moi je suis de Poitiers en France à l'origine. C'est pas très commun, je suppose, chez chez vos invités. J'ai fait toutes mes études à l'INSA de Rennes, donc en Bretagne, toujours en France. Et donc voilà, c'est un peu d'où je viens. Après, par contre, je suppose qu'on va en parler, mais j'ai travaillé dans plein d'autres endroits. Bah oui, justement, donc j'ai vu que tu as donc maintenant travaillé chez Wellfront. C'est à San Francisco, si je ne me trompe pas. C'est à Redwood City pour être plus précis, mais oui, c'est dans la baie de San Francisco. Petite anecdote, la plupart des gens en dehors d'ici appellent ça la Silicon Valley. Nous, ici, en général, on n'appelle jamais ça la Silicon Valley, on appelle ça la baie ou la baie de San Francisco ou the Bay Area, la zone de la baie en fait. Ouais, la Silicon Valley, c'est plus sur l'ouest, non l'est, pardon. Un peu plus à l'est, non ? Non, alors en fait, si tu vois San Francisco, au sud de San Francisco, tout ce qui est au sud de San Francisco, en fait, jusqu'à des kilomètres et des kilomètres, c'est ce qui est considéré en général la Silicon Valley, mais centré sur en fait la ligne de train qui s'appelle le Caltrain, donc qui dessert toutes les villes dont vous avez pu entendre parler, Palo Alto, Mountain View, donc qui sont les sièges historiques ou actuels de toutes les startups. Cupertino évidemment pour Apple, donc Mountain View pour Google, Menlo Park pour Facebook et plein d'autres. D'accord. Du coup, je vais quand même faire ma blague pourrie parce que j'y tiens. C'est juste que s'ils avaient appelé la série télé La Zone de la Baie, ça leur aurait fait quand même vachement moins que Silicon Valley. Pour une série télé, c'est clair, faut mis un nom un peu percutant. C'est Et du sûr. coup, voilà, donc tu travailles donc pour Wellfront. Qu'est-ce que tu fais là-bas exactement ? Alors, qu'est-ce que je fais là-bas? Je suis leur lead Android depuis maintenant presque 2 ans. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'avaient pas d'application Android, même pas une faite par une autre boîte en contrat ou quoi que ce soit. Tant mieux d'ailleurs, parce que ça aurait été sûrement du code qui aurait été très sympa à maintenir. Mais non, en fait, ils n'avaient absolument pas d'équipe Android. Ils n'avaient pas une seule ligne de code décrite. Donc, quand je suis arrivé, j'ai pu en fait tout faire à ma sauce. Et puis, j'ai pu aussi monter l'équipe, recruter les gens que je voulais. Donc voilà, c'est assez sympa. L'équipe a atteint 4 ou 5 personnes. Et puis là, bon, on a eu malheureusement une personne qui a été déployée. C'est ça aussi les États-Unis, donc qui a été déployé parce qu'il est membre de la garde nationale américaine. Donc l'équipe a réduit, puis un autre qui a décidé de partir parce qu'il a eu des enfants et donc il avait besoin d'un job plus stable qu'une start-up. Et là on recrute et donc on va remonter jusqu'à environ 7 personnes je pense. Voilà. Cool. Et l'application s'appelle Wealthfront ? Wealthfront, c'est très difficile à dire. Même après 2 ans dans la boîte, j'ai toujours du mal à le dire, mais comme les Américains eux-mêmes ont du mal à le dire, ça me rassure un peu. Ok, ouais. Mais ça veut dire le front de votre fortune, en fait, de votre wealth. Mais c'est bien le nom de l'app, parce que moi je viens de chercher dans le store et je l'ai pas trouvé, c'est normal ? C'est peut-être un truc only aux États-Unis ? Voilà, pour des raisons légales et pas seulement, on est en fait disponible aux États-Unis. Alors, c'est de la finance. Vous voulez que je vous explique un peu plus en détail? Ah mais c'est chouette, attends, moi j'adore les chiffres, hein. Surtout les graphes. D'accord, bon, tant mieux. Ceux qui montent. Alors, dès que vous vous ennuyez, vous me coupez ou vous couperez en montage, enfin, vous vous débrouillez. Donc, c'est une entreprise qui fait de l'investissement automatisé. Alors, qu'est-ce que c'est que l'investissement automatisé, vous allez me dire?
Et ben, c'est pas si compliqué que ça au final. Ce qu'on fait derrière, c'est compliqué, mais l'idée est pas compliquée. Imaginez que vous ayez de l'argent à investir, pas forcément tant d'argent que ça d'ailleurs. Notre minimum c'est $500, donc c'est pas tant que ça. Euh, et puis vous savez pas trop dans quoi investir, mais vous voulez que ce soit le mieux fait possible. Aujourd'hui, vous allez aller à une banque, vous allez aller chez une grosse société si vous avez beaucoup d'argent, comme Morgan Stanley, Goldman Sachs, etc., etc. Tous ces noms-là que vous avez dû entendre dans différentes affaires financières d'ailleurs. Et puis vous allez avoir un mec derrière un bureau, et puis ce mec, il va vous dire, voilà, alors bougez pas, répondez à plein de questions, et puis je vais aller rentrer des chiffres dans mon ordi, je vais écrire des tas de trucs, et puis je vais vous faire un plan dédié à votre situation particulière pour investir votre argent. Il se trouve qu'en fait, tout ce qu'il fait de nos jours, ce mec-là, c'est de rentrer des chiffres dans un ordi qui crache un modèle qui est quasiment en fait le même pour tout le monde, à part une seule chose qui est vraiment très importante, qui est le niveau en fait de risque que vous êtes prêt à tolérer. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est très tolérant au risque ou pas du tout? Et donc en fait, ces questions-là, et même si c'est personnalisé à vous, ces questions-là et ce niveau de risque, on peut simplement vous le demander dans une interface mobile ou web. Et puis derrière, on peut avoir des algorithmes et des formules de maths qui vous donnent le meilleur investissement possible. Et puis surtout, une fois que cette formule elle est trouvée, on peut l'exécuter, on peut investir en votre nom de façon automatique, bien plus efficacement, avec des algorithmes qui peuvent tourner tous les jours, qui ne se fatiguent pas, comparé à un être humain. L'autre avantage, évidemment, c'est le coût. Un être humain, il va en moyenne, de nos jours, il charge environ 1%. Je ne sais pas si vous imaginez, 1% de votre portfolio, ça peut être beaucoup d'argent. Nous, on charge 0,25%, donc un quart de pourcent par an, et seulement au-delà des 10 000 premiers dollars. Donc les 10 000 premiers dollars sont gratuits, et au-delà de ça, 0,25%. Donc non seulement on peut faire ça tous les jours, etc., mais en plus, on peut le faire de façon moins chère. Donc voilà. C'est le secret de Wall Street en fait. C'est Que pas tu viens de Alors c'est rigolo parce que c'est pas du tout le secret de Wall Street, tout le monde le sait en fait. Ah, d'accord, ok, c'est pas du tout un secret. Pour une raison que nous on ignore, tout le monde se fait toujours avoir comme des pigeons. Alors pas tant que ça, parce que notre industrie est en train de grossir très 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 vite, donc j'ai l'impression que les gens commencent à s'en apercevoir et qu'ils aiment pas trop se faire prendre pour des pigeons au final. Et donc du coup, ouais, on a un peu le vent en poupe là, on a grossi beaucoup. Nous, ce qu'on traque principalement, c'est le nombre d'assets qu'on manage au nom de nos clients. Et là, on en est à presque 6 milliards de dollars. D'accord, cool. J'ai le même à la maison. C'est ça. C'est l'argent de poche quoi, du week-end, c'est ça. Mais non, en fait, enfin, juste pour remettre un petit peu le parallélisme, en tout cas en Belgique, moi j'ai travaillé dans plusieurs banques. Et pour le moment je travaille aussi toujours dans une banque et on a un système mobile pour faire des investissements, mais c'est relativement léger, c'est relativement simple, aussi simple que possible en tout cas, parce que bon, il y a rien à faire, l'utilisateur il est vite perdu, surtout quand ça parle de chiffres et tout ça, et que ça parle de plein de tags bizarroïdes qui sont pas toujours très compréhensibles. Mais honnêtement je ne sais pas exactement ce qui se passe derrière, je sais juste qu'on envoie des informations, mais après ce qui se passe, je sais pas trop. Et on n'a pas vraiment ce côté investissement automatique. En tout cas, je sais bien qu'on on va pas juste dire tiens voilà 500 €, investis pour moi au mieux. Je crois qu'on n'a pas encore ça. Mais on peut nous-mêmes dire ok, je vais acheter autant de Google et je vais acheter autant de Apple, des trucs comme ça. Mais ça, je veux dire, c'est à nous de choisir quoi. Alors non, mais justement, c'est très intéressant. C'est deux approches justement que nous on accepte complètement, et au contraire c'est très bien. Il y a des gens justement qui veulent le faire eux-mêmes, et puis il y a des gens qui à l'inverse veulent qu'on le fasse pour vous quoi. Et c'est tout l'intérêt, c'est un peu l'intérêt de plein d'autres services d'ailleurs qui ont automatisé comme ça des tas de choses. J'ai envie de te dire, tu demandes pas à Uber de savoir où est-ce que tu es et je sais pas moi à quelle heure il veut venir te chercher. Non, tu appuies sur un bouton, puis il sait que c'est maintenant, il te trouve un truc immédiatement, et puis il sait tes coordonnées grâce au GPS. Et donc pour l'investissement, il y a encore quand même des gens qui préfèrent le faire
manuellement, qui préfèrent avoir le contrôle. Donc quand même, c'est pas prendre un taxi, hein, c'est ton argent. Donc certaines personnes veulent avoir le contrôle exact de ce dans quoi ils veulent investir. Et cela va très bien. Il y a d'autres applis d'ailleurs. Une des plus célèbres en ce moment, c'est Robinhood, avec laquelle on s'intègre d'ailleurs. C'est une super appli qui a d'ailleurs gagné des awards de design Android, tellement l'appli est jolie et bien faite et ergonomique. D'ailleurs, je vous encourage à regarder, c'est super, super bien foutu. Mais c'est pas pour tout le monde. D'autres personnes préfèrent investir leur argent de façon justement automatisée et ils veulent pas en fait le faire eux-mêmes, ils veulent pas s'en occuper, ils veulent même, on va aller plus loin, ils veulent carrément mettre ça sur autopilote et puis ne plus avoir à y penser, ne plus y toucher jusqu'à ce qu'ils en aient besoin dans des années et des années. Et donc c'est ce que nous on fait. C'est ce que nous on fait pour eux en fait, on choisit pour eux et pour faire ça on utilise des techniques qui ont été prouvées, hein, des techniques qui sont connues. D'ailleurs, on a un white paper qui est publié sur notre site qui explique la méthodologie, mais ce n'est pas une méthodologie nouvelle. D'ailleurs, c'est une méthodologie qui a gagné un prix Nobel d'économie, si je ne m'abuse, et qui s'appelle la théorie du portfolio moderne, Modern Portfolio Theory, qui est basée en fait sur l'idée que quand une classe d'investissement augmente, eh bien, la meilleure façon de mitiger le risque, c'est d'en avoir une autre qui va descendre au même moment. Et quand une classe monte et l'autre descend, eh bien, les deux, en fait, combinés, vont être un meilleur retour pour un certain niveau de risque qu'en avoir qu'une des deux. Donc, en fait, la combinaison des deux augmente le retour pour un même niveau de risque ou diminue le risque pour un même niveau de retour, en fonction de la façon dont vous voulez voir les choses. Mais voilà. Et donc, la vraie question, c'est que je suppose que tout le monde à Wealthfront, pour le moment, est super riche. Non, alors tu veux dire nos clients en ce moment, c'est ça? Ouais, bah, je suppose. Vous devez forcément être tous clients, puisque... Non? Non, alors dans les employés, on est tous clients bien sûr, on n'est pas tous riches loin de là, certains de nos employés sont très fortunés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, nous, on ne cherche pas à aller taper chez les plus riches, c'est-à-dire que... Alors bon, c'est relatif, hein, mais on vise en fait les gens entre, on va dire, quelques dizaines de milliers de dollars et quelques centaines de milliers jusqu'à environ 1 million de dollars qu'ils auront à investir. Donc, des gens qui sont multimillionnaires, ce n'est pas nos clients principaux. Et d'ailleurs, je crois que la moyenne, alors j'ai peur d'avoir des mauvais chiffres en tête, mais je crois que la moyenne de nos clients a environ 50 000 dollars chez nous. C'est pas rien du tout, bien sûr, hein, pour des gens qui sont en difficulté, qui ont plein de dettes, c'est sûr que ça ne va pas être nos clients. Il faut d'abord qu'ils arrivent à sortir de leurs dettes avant de pouvoir investir. D'ailleurs, c'est ce qu'on conseille aux gens qui nous demandent. Mais bon, ce ne sont pas non plus... On imagine le milliardaire sur son yacht ou je ne sais quoi. C'est pas du tout ça nos clients. Enfin, c'est plutôt des classes moyennes aisées et jusqu'à, on va dire, jusqu'à 1 million maximum. En fait, au-delà... je parlais du mec derrière son bureau. Au-delà, si tu as vraiment beaucoup d'argent, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant quand même d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé parce qu'en fait, il va pouvoir diminuer les prix puisque tu as beaucoup plus d'argent à investir et puis il va pouvoir te proposer des services un peu spéciaux, un peu VIP, on va dire. Cela dit, on est en train justement nous aussi de les proposer de plus en plus et justement de démocratiser l'accès à des produits financiers qui jusque-là étaient réservés à des multimillionnaires. Et on vient d'en sortir un d'ailleurs, qui est l'accès à un crédit spécialisé qui est pas cher et qui est, si tu veux, garanti par ton portfolio d'actions. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir et de vendre tes actions, ce qui va créer des taxes, qui va potentiellement être au mauvais moment, si la bourse vient de plonger, tu ne peux pas vendre à ce moment-là, tu as l'opportunité de prendre un crédit qui est en fait garanti par tes actions. Ça, c'est un truc jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'on le sorte là, il y a quelques jours, je crois. C'est quelque chose qui était réservé que à des multimillionnaires. Si tu n'avais pas au moins 1 million de dollars, tu pouvais pas faire ça. Nous, c'est à partir de 100 000 dollars, donc c'est 1/10. Ok, cool. Super, merci beaucoup. Et du coup, je vais profiter qu'on parle des gens multimillionnaires, etc. pour parler du fait que tu as travaillé chez Facebook. Tu as eu ça, transition de malade. Et donc,
Comment était-ce? Alors, est-ce que vous voulez peut-être d'abord l'histoire parce qu'en fait, ça va faire un peu étrange si je parle juste de Facebook. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un peu l'historique de comment je suis arrivé chez Facebook? Absolument. Oui, ça Tout intéresse. à fait. Alors, donc moi j'ai d'abord travaillé en fait historiquement chez une agence de mobile à Paris. D'ailleurs, avant ça même, j'ai fait 6 mois chez Bouygues Telecom. Alors, c'est assez intéressant de travailler dans des grosses boîtes européennes, en l'occurrence françaises, comme Bouygues Telecom. C'était d'ailleurs très très marrant parce que j'ai fait leur première appli de suivi conso, qui est une des applis principales maintenant sur Android, alors que j'étais stagiaire chez eux. Et j'ai pu bosser sur le Samsung Galaxy. Samsung Galaxy, j'ai bien dit Galaxy, pas 3, pas Le premier 6. du nom. Non seulement le premier du nom, mais un prototype du premier du nom. Donc c'est Samsung Oula. Galaxy 0,9 ou quelque chose comme ça. Bref, donc c'était assez marrant, mais bon, c'est pas trop pour moi, on va dire, les très très grosses entreprises comme Bouygues Telecom. Donc après ça, je suis parti dans une agence de mobile, et une agence de mobile où j'ai eu la chance de tomber sur une agence très 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 forte qui s'appelle Bakelite et qui était reconnue en tout cas à l'époque comme étant une des meilleures de Paris. Et donc on a pu, grâce à notre notoriété, à la qualité en fait du boulot, bosser sur des applis comme Allociné, comme Le Monde, comme Dailymotion, comme Mythique, ou encore Crédit Agricole. Donc voilà, plein de marques connues en fait. Et grâce à ces marques connues que je pouvais mettre sur mon CV, j'ai décidé de partir dans le monde des startups. Alors il y avait deux choses qui me poussaient. La première, c'est que je voulais bosser dans une boîte qui avait son propre produit, premièrement. Deuxièmement, je voulais bosser dans une boîte toute petite. Il faut savoir que il y a vraiment deux options, enfin c'est tout un spectre, mais il y a deux options. Soit on bosse pour une boîte où on est le petit rouage d'une grosse machine, ou alors on est un gros rouage d'une plus petite machine. Donc, soit on a beaucoup d'impact dans une petite entreprise, soit on a moins d'impact relativement, mais dans une grosse entreprise, et donc ça fait un gros impact au final. Donc moi je voulais vraiment avoir beaucoup d'impact dans une boîte, donc j'ai choisi de rejoindre une toute petite start-up qui était seulement 8 personnes à l'époque, et même encore moins quand je commençais à être en contact avec eux. Et cette start-up était intéressante parce qu'elle avait décidé de mettre Android en avant et de sortir en premier sur leur application de partage de photos sur Android. Donc moi qui étais déjà un fan d'Android à l'époque, je trouvais ça super intéressant comme approche. Si vous vous souvenez de la keynote Android Makers de Lisa. De Lisa, bien sûr. Ouais, ouais. Eh bien, c'est exactement ce qu'elle décrivait à l'époque. Mais enfin, voilà, ce qu'elle décrivait, mais il y a des années de ça. Et donc, en fait, cette startup, malheureusement, était un peu trop proche d'un autre produit. Donc, ça s'appelait Lightbox. Vous en avez sûrement jamais entendu parler, ou même si vous en aviez entendu parler à l'époque, vous avez oublié. Pendant un temps, c'était la meilleure appli photo de l'Android Market à l'époque. Eh bien, le problème, c'est que c'était une appli de partage de photos avec des filtres. Bon, vous voyez où je veux en venir, c'est quasiment comme Instagram. Et donc, évidemment, quand un Instagram qui, à l'époque, n'était que sur iPhone, et c'est pour ça que nous, on avait un peu une opportunité, à l'époque où Instagram est sorti sur Android, en fait, en une journée, ils ont fait plus de téléchargements que nous en un an. Donc ils ont fait, je crois, 1 million de téléchargements la première journée. Voilà. Donc, disons qu'en une journée, et c'est ça aussi le monde des startups, en une journée, on était mort. Donc l'équipe s'est réunie, on a cherché ce qu'on pouvait faire d'autre. On n'a pas vraiment trouvé, c'est un peu difficile au pied levé comme ça. Et puis c'est à ce moment-là que notre boss nous a annoncé qu'en fait il était en discussion avec des entreprises dont vous avez peut-être entendu parler, Google, Facebook, Dropbox et Yahoo. Oui, j'ai entendu parler de Yahoo. Ouais. Voilà, c'est ça. Les autres pas trop. Mais... Non, c'est des petits, hein, ça. Donc moi personnellement, qui débarquais, je suis un peu tombé de ma chaise pour être honnête.
En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que d'une part, ce gars-là, bon, j'avais aussi parié sur ce mec qui est très très fort, qui avait déjà monté une première startup avant, qui l'avait revendu, je crois, à Yahoo, qui avait déjà bossé chez Google, qui vient de Stanford. C'est une tête aussi, c'est un mec qui est vraiment très 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 intelligent. C'est un plaisir de bosser avec des gens comme ça d'ailleurs. Euh, donc je savais que ce gars-là allait faire quelque chose, mais je ne m'attendais pas à ça. Et puis donc en fait, cette discussion, c'était pour un rachat bien entendu, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait quand même échoué. Donc c'est un rachat en tant que ce qu'on appelle une acquisition de talent, c'est-à-dire que une boîte, d'ailleurs ils commencent à parfois essayer de, ça se fait toujours, mais ils font vraiment attention quand même. À cette époque-là, ça se faisait beaucoup et un peu sans forcément faire attention. Ils dépensaient beaucoup d'argent. Euh, c'est une acquisition uniquement pour acquérir les talents et donc les ingénieurs de l'entreprise, non pas pour acquérir ni les utilisateurs ni la technologie. Donc nous, l'application de photo, nos serveurs, tout ça, d'ailleurs on en a mis en open source une partie, tout ça ils l'ont fermé. Ils s'intéressaient principalement à recruter les ingénieurs. Voilà. Donc on était 8 en tout. Malheureusement, le designer de l'équipe n'a pas pu venir parce que ce n'est pas possible pour un designer, ou c'est très difficile d'obtenir un visa pour les États-Unis. À l'époque aussi, Facebook n'avait pas de bureau en Europe, en tout cas pas de bureau de développement informatique. Et donc c'était pour nous traverser l'Atlantique et puis aller bosser dans le quartier général de Facebook à Menlo Park directement. Donc on a tous dit oui. D'ailleurs, ça aussi c'était assez marrant. Le boss vient me voir et puis me dit bon, Fabien, est-ce que si on part voilà, en Californie, est-ce que tu es prêt à y aller? Évidemment, si trop d'ingénieurs de l'équipe disaient non, le deal n'aurait pas pu se faire. Puisqu'encore une fois, c'est nous qui les achetaient, c'était les talents qu'ils achetaient. Et donc je lui dis, mais écoute, me demande pas à moi, tous les autres membres de l'équipe, en tout cas plusieurs autres membres de l'équipe sont mariés, voire même ont des enfants. Moi, bon, voilà, j'ai pas d'enfants, j'ai pas tellement d'attaches. Est-ce que ça te, est-ce que tu ne devrais pas demander aux autres d'abord? Et puis il me regarde et il me fait non, mais tous les autres ont déjà dit oui. T'es le dernier à qui je demande. Donc évidemment, j'ai dit oui également. Je crois que j'ai oublié de préciser, mais ça c'était à Londres au passage. Cette startup-là n'était pas à Paris, c'était à Londres que ça se passait. Mais on était une équipe très internationale. On avait un Turc, un Hongrois, un Américain, un Australien. Moi, je suis donc français. Donc ouais, c'était un peu. C'était mix quoi. C'est un peu européen élargi plutôt que londonien. Mais ça se passait à Londres. Donc voilà, toute l'équipe a rejoint donc Facebook. À partir de là, c'était aussi assez intéressant d'être chez Facebook. À ce moment-là, c'était l'année où ils sont rentrés en bourse, premièrement. Ensuite, c'était la période où ils ont fait un virage incroyable, qui est le virage du mobile. Ils ont complètement changé leur façon de monétiser. 100% de leurs revenus venaient du web. Et ils ont été jusqu'à aujourd'hui, je crois, 80-85% de leurs revenus qui viennent du mobile. À l'époque, d'ailleurs. Ah ouais, quand même. Ah oui, à l'époque, d'ailleurs, les marchés financiers n'y croyaient pas. Ils étaient là. Enfin, en tout cas, ils étaient très frileux. Ils se disaient il y a des bonnes chances qu'ils n'arrivent pas à monétiser. Et quand ils ont enfin réussi à monétiser, l'action a doublé puis triplé. Donc voilà, c'était assez intéressant d'être là-bas à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'ai débarqué dans le Building 16, qui était, pour vous donner une idée de à quel point ils étaient focalisés sur le mobile, était le building où il y avait toutes les équipes mobiles donc de Facebook à l'époque, et au milieu de ce grand open space, le bureau de Mark Zuckerberg. Donc à peine arrivé en Californie, je travaillais à quoi, on va dire, à 50 mètres de Mark Zuckerberg. Et quoi, il est sympa Il est très sympa, il est timide, il parle pas beaucoup, il est pas très grand non plus. Moi non plus d'ailleurs. Mais non, il est très discret et très abordable. C'est un mec qui
qui dit pas grand-chose, qui va rester à écouter plutôt que de s'imposer. C'est assez surprenant comparé à d'autres styles de gens, enfin de gens, de leaders. Donc ouais, non, très sympa comme gars. Je le connais pas beaucoup, hein, mais du peu que je l'ai vu et du peu que je lui ai parlé. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu faisais chez Facebook? Mhm. Alors en fait, chez Facebook, j'ai rejoint l'équipe qui s'appelait à l'époque, je crois, Core Android. Core Android, je crois qu'ils l'ont aussi appelé à un moment Infra. C'était l'équipe qui s'occupait d'être les gardiens, on va dire, de l'appli Android. Rôle qui, comme vous avez pu le constater si vous avez déjà utilisé l'appli Android de Facebook, c'était un rôle un peu difficile. Bouffe toute ta batterie. Voilà. Donc en fait, une des raisons, c'est que... Bon, il y a beaucoup de raisons à ça, mais une des raisons, c'est qu'en fait, ils ont organisé leurs équipes en ce qu'on appelle des feature teams. Donc une équipe par feature. Et en fait, ça, c'est assez intéressant parce que c'est quelque part impossible d'y échapper. Il faut bien, d'une façon ou d'une autre, trouver un moyen de répartir les tâches et de scaler une équipe et une organisation. Donc, quelque part, on n'y échappe pas vraiment. Mais le problème, c'est qu'on s'est retrouvé avec des centaines de développeurs Android, au moins une centaine quand j'ai rejoint, je crois, répartis dans diverses équipes, pas forcément toutes alignées au niveau de ce qu'elles avaient besoin de faire les unes avec les autres. Et puis, cette petite équipe de, je crois, 10-20 personnes, 20 personnes, je crois, Core Android, Android infrastructure, au milieu, on essayait de faire ce qu'on pouvait, d'empêcher, en fait, surtout, notre boulot principal, c'était d'être le méchant et d'empêcher les autres développeurs de faire trop de bêtises ou de réduire, par exemple, d'augmenter le temps de démarrage de l'appli encore plus qu'il ne l'était déjà. Je crois que quand je suis arrivé, il était quelque chose comme 10 secondes pour démarrer l'appli à froid. Enfin, c'est ce qui est absolument insupportable, bien entendu. Alors, c'est devenu une des métriques qu'ils ont suivies, qu'ils ont essayé d'optimiser. Pareil pour l'histoire de la batterie, ils ont été obligés de mettre en place des salles de test avec des vrais devices qui sont branchés physiquement à des capteurs qui testent le niveau de batterie que l'appli est en train de pomper. Enfin, des choses assez dingues en fait. Tout ça parce que on avait déjà à l'époque, je crois, plus d'1 million de lignes de code. On avait une usine à gaz pas possible avec énormément de développeurs qui, eux, leur boulot, c'était de continuer de rajouter des features sur quelque chose qui était déjà extrêmement gros, avec extrêmement de dettes techniques. Donc c'était très difficile. J'ai fait ce que j'ai pu et puis au bout d'un moment, en fait, la boîte était trop grosse pour moi. Alors ce qu'il faut savoir, hein, c'est que Facebook, c'est génial. C'est je pense, une des meilleures boîtes, honnêtement. Évidemment, je suis biaisé, mais c'est probablement une des meilleures boîtes du monde. En tout cas, pour cette taille, probablement une des meilleures boîtes du monde. L'ambiance est extraordinaire, les gens sont extrêmement intelligents. Je me souviens qu'une des choses auxquelles j'ai dû m'adapter chez Facebook, c'était d'habitude, j'avais plutôt l'habitude de parler à des gens et d'essayer de simplifier mon discours, d'expliquer de façon très claire pour que les gens comprennent. Là-bas, j'ai dû faire l'inverse. Il fallait que j'arrête en fait de simplifier, il fallait que j'aille plus vite. Parce que les gens avec qui je parlais, mes collègues, en fait, s'ennuyaient si je n'expliquais pas assez vite. Ils étaient toujours en train de me dire non mais c'est bon, j'ai compris, enfin, viens-en au fait. Ça va quoi, tu peux y aller quoi. Ça va, t'inquiète pas, je comprends très vite, donc on peut accélérer la communication. Donc c'était un ajustement, et ça fait plaisir de bosser avec des gens comme ça. Et puis tous très très sympas, tous prêts à aider, extrêmement bonne ambiance, une hiérarchie qui est assez plate. Ils ont gardé cet esprit de start-up et cette hiérarchie assez plate pendant très très longtemps. Je crois qu'ils l'ont encore pas mal malgré, je crois qu'ils sont à 10 000 employés. À l'époque où j'y étais, ils étaient environ 4 000. Ils ont quand même réussi à garder cet esprit pas mal, ce qui est très impressionnant d'ailleurs. Mais malgré tout, pour moi, c'était quand même trop gros. 4000 personnes, ça commence à faire. Et puis surtout, à l'époque, donc comme je disais, en Android, ils n'avaient pas encore tout compris au film. J'arrêtais pas de leur dire, il faut diviser. Là, alors, votre seule solution, c'est pas toujours la bonne solution, mais là, votre seule solution, c'est de diviser en plusieurs applications pour pouvoir permettre à vos équipes justement d'avoir leur propre appli au lieu d'être sous le poids en fait de toute cette complexité dans une même appli. Et évidemment,
quelques mois après que je parte, ils ont commencé à annoncer leur nouvelle stratégie où ils séparaient l'appli en plusieurs morceaux. Bon, bref, c'est comme ça. Mais bon, donc c'était ouais, donc très difficile. Et d'ailleurs, à la fin, une des choses que j'étais obligé de faire, puisqu'on était, donc j'étais le gendarme, en fait, j'étais obligé de taper un peu sur les doigts des autres développeurs. Une des choses que je faisais, c'était des statistiques de statistiques. Oh là 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 là. Et c'est à ce moment-là que je suis parti. C'est de l'inception, ça, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, un des gros problèmes, c'est qu'on utilisait beaucoup trop de données. C'est au moment où d'ailleurs ils ont annoncé leur initiative internet.org et enfin tout ce qui était optimisé pour les marchés en voie de développement, etc. Et donc il fallait réduire la quantité de données envoyées. Puis on se rendait compte qu'on envoyait des quantités de données astronomiques et en faisant justement des statistiques sur nos envois de données, et on me suis retrouvé à faire des statistiques sur les statistiques, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'une grosse partie c'était des statistiques qui étaient envoyées en fait, beaucoup trop grande quantité, trop souvent, etc. Donc voilà, j'ai dû faire générer des rapports automatisés qui disaient combien de data on envoyait sur les stats, donc des données des statistiques sur les statistiques, et quelles équipes bien sûr étaient responsables. Donc j'ai créé un outil qui automatisait en fait le tapage sur les doigts pour dire à telle ou telle équipe, là c'est vous qui êtes le plus gros consommateur de données, c'est pas tout à fait normal, etc. Donc ouais, là, c'est pour ça que je suis parti de Facebook. Alors les statistiques, tu as statistique, hein, moi j'ai toujours dit. C'est bien d'avoir des chiffres quand même, mais ouais. Et du coup, ton travail, c'était 50% ça, 50% autre chose ou c'était... Mon travail, en fait, il était quand même partagé en plusieurs choses. Bon, déjà, j'ai pas fait que ça. Hein. J'ai participé notamment à l'appli Page. C'est-à-dire, il y a une appli dédiée, si vous avez une page Facebook, à administrer cette page Facebook, à voir un peu les likes sur cette page et tout ça. Donc, j'ai participé à ça, c'était assez sympa. J'ai aussi évidemment fait beaucoup d'entretiens. Comme j'étais un développeur Android expérimenté. Autre anecdote, j'en ai un paquet hein, si vous voulez des anecdotes. Des histoires. Quand je suis arrivé chez Facebook, en fait, j'ai rencontré mon manager, qui était un ancien de chez Facebook, qui était là de longue date. Et puis donc j'arrive et puis je lui dis bon bah c'est super, je suis très content d'être ici. Dis-moi un peu avec qui je peux bosser. Moi, bon, je bosse sur Android depuis les toutes premières versions d'Android. Hein. J'avais joué avec le SDK d'Android quand il était encore en bêta, donc c'était avant Android 1.0. Donc j'ai quand même pas mal d'expérience en Android, j'ai fait toute ma carrière là-dedans. Qui est-ce qui est comme moi un peu un développeur Android expérimenté, avec qui je vais pouvoir bosser pour pouvoir peut-être faire avancer les choses au niveau de l'architecture de l'appli, etc. Puis il m'a regardé, il m'a dit qui est-ce qu'on a de développeurs Android expérimentés? Bah toi. Il m'a dit c'est un peu voilà, c'est toi notre dev expérimenté. J'ai fait bon d'accord, je me suis pas trompé d'adresse, je suis bien chez Facebook, là je suis pas dans une petite start-up. Non, bon d'accord. Donc du coup, ouais, c'était un peu compliqué. Ils avaient à l'époque énormément en fait de mal à recruter en Android. Ils avaient aussi énormément de mal en fait à faire ce passage au mobile. Donc en fait, ce qu'ils avaient beaucoup fait à l'époque, c'est de prendre leurs développeurs web, qui étaient principalement des développeurs PHP, et de les convertir en fait en développeurs iOS et Android, ce qui bien entendu a donné des résultats pas toujours très très excellents. Ah, faire de l'Android en PHP, ça doit pas être terrible. Hein. C'est pas terrible. Ils faisaient pas de l'Android en PHP, mais ils faisaient de l'Android comme si c'était c'est ça. Du serveur ou du web. Ouais. C'est ça, exactement. C'est ça. Ça doit pas être terrible. Mais bon, tu t'en es sorti. Mais quand même, quelque part, ça doit être. Enfin, j'ai du mal à imaginer, mais dans une boîte pareille, te dire c'est toi qui es au top en fait. Ça doit quand même donner un effet bizarre, non? Alors ouais, ça a donné un effet bizarre. Le seul problème en fait, alors effectivement c'était très sympa de me dire ça. Et j'aimais beaucoup ça au début d'ailleurs. J'ai essayé justement d'utiliser ça pour faire avancer les choses. Le problème que j'ai eu en fait, et c'est aussi complètement justifiable, c'est que même si j'étais très expérimenté en Android, j'avais pas de crédibilité au niveau de la boîte elle-même. Alors ça c'est aussi quelque chose qui est très bien dans les boîtes US et Facebook en particulier, ça marche beaucoup au mérite, faut le savoir, il y a vraiment
pas une légende, c'est pas, voilà, ils s'en foutent un petit peu de ton diplôme, de ce que tu as fait avant, etc. Faut que tu prouves ta valeur. Une fois que tu as prouvé ta valeur, tu peux venir de n'importe où, de n'importe quel pays, de n'importe quel background, de n'importe quelle école, de n'importe quelle boîte avant. Ça n'a pas d'importance du moment que tu es capable de prouver ce que tu vaux. Et donc en fait, je me suis rendu compte que j'avais aucun capital politique comme ils disent aux US. J'avais pas de crédibilité, j'étais pas encore connu et reconnu au sein de la boîte. Et donc, je pesais pas grand-chose. Je pouvais toujours dire des choses, je pouvais toujours faire des choses, bien entendu, mais à mon petit niveau, à moins justement de travailler pour acquérir en fait toute cette notoriété en interne, cette reconnaissance en interne. Et en fait, une fois que tu montes en notoriété, que tu prouves ta valeur, eh bien c'est là que tu peux faire changer les choses dans ce genre de boîte. Ce que je trouve normal, hein, c'est pas un problème du tout. C'est juste que du coup, pour moi, en fait, qui était justement habitué à avoir beaucoup d'impact très vite au sein d'une petite start-up, bah, c'était un peu frustrant. Et donc, malgré justement le fait que Facebook est une boîte extraordinaire, une boîte qui est très très flexible, qui donne beaucoup de poids aux employés qui sont en bas de la chaîne, qui est très peu hiérarchique, et bien malgré tout ça, ça me paraissait à moi extrêmement bureaucratique et lent, alors que, bon, en fait, pas du tout comparé à n'importe quelle boîte de la même taille. Mais bon, comparé à une start-up de 8 personnes, effectivement, tout de suite. Oui, ça fait un pas en avant. C'est un petit peu différent. C'est plus facile de convaincre 8 personnes que 4000, ça c'est sûr. Voilà. Et donc, c'était un choix personnel, en fait, de ne pas décider de prendre cette voie-là, de monter, pas seulement de monter au niveau hiérarchique. Il faut savoir que, encore une fois, dans les boîtes US, un truc qui est très sympa, c'est que tu n'es pas obligé de monter en hiérarchie pour monter en influence ou en salaire. Tu peux tout à fait franchir les étapes en tant que contributeur individuel et donc devenir un expert dans un domaine particulier. C'est tout à fait possible et d'atteindre un niveau de salaire et d'influence dans la boîte très important en étant un expert dans un domaine. Donc ça c'est encore une fois très très bien. Mais bon, j'ai décidé de ne pas choisir ni l'une ni l'autre de ces voies. En fait, de faire carrière, on va dire, chez Facebook, ça m'intéressait pas plus que ça. Je préférais retourner dans les startups. Chouette expérience, mais t'as trouvé ta limite et puis voilà. C'est important je crois que c'est important de vraiment suivre la voie que t'as envie de suivre et pas plutôt faire comme tout le monde ou bien faire comme d'autres personnes imaginent que tu devrais faire. Toi, ce genre je crois que c'est très sain comme réaction. Moi, je trouve que c'est bien. C'est très bien. Félicitations. Merci. De toute façon, beaucoup de gens ont effectivement dit ça. On dit, mais pourquoi est-ce que tu te barres de Facebook? Oui, je comprends. Je peux comprendre. Mais dans tous les cas, tu n'as pas non plus fermé la porte, quoi. Je veux dire, ils savent qui tu es, donc je suppose que voilà, il y aurait toujours moyen de retourner si jamais tu avais envie. Donc, Bien sûr. Ah, bien sûr. Voilà. Et même dans d'autres boîtes comme Google ou quoi que ce soit, j'ai toujours évidemment. Je pense que si je souhaite, probablement que ce serait possible pour moi de retourner dans une boîte comme ça, bien entendu. Juste une toute petite dernière question parce que je suis curieux. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétitivité au sein des équipes mobiles ou au sein des développeurs en général dans une boîte comme Facebook? Enfin, en tout cas, chez Facebook, parce qu'on va pas comparer Facebook à toutes les autres boîtes. Alors, de compétitivité, tu veux dire de gens genre, qui tirent un peu les passes, est-ce que les devs se tapent sur la gueule ou essayent de paraître meilleurs que l'autre ou bien c'est plus un esprit d'équipe Non, c'est beaucoup plus un esprit d'équipe. D'ailleurs, ça, c'est très agréable aussi. Je pense que les jeux un peu... Alors, il y en a des jeux politiques, etc. Mais alors, surtout chez les devs, beaucoup moins qu'ailleurs, il me semble. Ou en tout cas, c'était mon expérience. Alors peut-être que j'ai eu de la chance, mais... Et encore une fois, peut-être aussi que dans d'autres boîtes, c'est différent. Mais en tout cas, chez Facebook, j'ai vu au contraire beaucoup d'esprit d'entraide, en fait. C'est complètement l'inverse, y compris entre différentes équipes. On est tous alignés sur une même mission. En général, les gens croient pas mal à la mission dans la boîte dans laquelle ils sont. Et puis, comme on est des développeurs, on a la chance d'avoir en général pas trop de soucis à trouver du boulot. Donc, quelqu'un qui n'est pas aligné avec la mission d'une boîte, en général, il la quitte. Pas toujours, mais souvent. Et puis, donc, du coup, cet esprit, donc, être aligné sur la même mission, avoir aussi une autre chose qui est très, très classique dans la vallée et qui est
à mon avis, une très bonne façon d'aligner en fait les gens les uns avec les autres, c'est tout simplement de leur donner une part de la boîte. Donc c'est absolument inenvisageable ou quasiment inenvisageable dans une boîte comme Facebook et comme une start-up ou une boîte un peu plus grosse, mais dans cet esprit en fait encore une fois de la Silicon Valley, de ne pas avoir une quantité assez importante de stock options, d'options d'achat de parts ou de parts directement en fonction du stade à laquelle l'entreprise est à ce moment-là, qui donc aligne en fait les employés vers un but commun. Et du coup, si on a tous le même objectif, si notre objectif c'est tous d'augmenter la valeur qu'on crée dans la boîte, on a tout intérêt à travailler ensemble plutôt qu'à se tirer dans les pattes. Et comme le gain en fait potentiel via les parts que l'on a est beaucoup plus important que la promotion éventuelle qu'on pourrait avoir en tirant sur les uns ou les autres, et du coup en fait c'est tout simplement quand on aligne en fait l'argent avec oui, c'est logique quoi. Oui, c'est ça. D'un seul coup les gens se comportent mieux. Donc, je trouve que c'est assez malin d'ailleurs de la part des boîtes ici d'avoir très très bien compris que ça et de l'utiliser. C'est une situation gagnant-gagnant. Cool. Voilà, j'ai fini ma curiosité. On va passer au cœur du sujet, n'est-ce pas? Le cœur du sujet, comme on l'a dit, c'était justement le life cycle. Et donc, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, Fabien, je te propose de nous parler un petit peu du life cycle. Voilà, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi ça existe, ce genre de choses. Eh bien voilà, ceci marque la fin de la première partie de notre conversation avec Fabien DeVos. Pour en savoir plus, parce que dans le business on appelle ça un cliffhanger, donc pour savoir ce qui va vraiment se passer vers la suite, vous allez être obligé d'écouter l'épisode suivant. En attendant, pour nous retrouver, vous pouvez toujours nous contacter. Alors pour retrouver Fabien, il s'agit de @Fabien_DeVos sur Twitter. Benjamin, on peut le trouver sur Twitter aussi, @XZAN. Moi-même sur Twitter également, @THEYAN. Zoyan. Et les informations du podcast, comme d'habitude, @Android_Leaks sur Twitter ou bien sur notre site androidleakspodcast.com. J'y arrive jamais, c'est incroyable. androidleakspodcast.com, donc disais-je, pour avoir toutes les informations. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, sur un lien qui sera dans les show notes, parce que pour le moment, on n'a pas assez de subscribers ou de followers ou d'abonnés, je crois qu'on dit en français, pour pouvoir avoir une jolie adresse qui va bien. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode.